Eh bien, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce mardi 30 juin, dernier jour du trimestre, dernier jour du semestre. C'est vraiment donc une journée importante. Aujourd'hui, nous avons Monsieur Powell qui témoigne devant le comité mixte de la Chambre, un comité expert, un comité économique. Et ce que l'on verra donc par la suite, donc il y a aussi après bien sûr tout ce côté fondamental. Nous allons donc regarder ici le rappel légal qui est en incrustation et une petite surprise sur l'approche des actifs à traiter. Je vais essayer donc d'innover parce qu'on répète un peu toujours la même chose en ce moment puisque nous sommes dans un triangle de consolidation et comme on n'en sort pas, plutôt que de répéter toujours pareil, eh bien on va un petit peu changer. Et donc déjà j'enlève ceci. Voilà, donc vous avez donc on va parler du S&P 500. Ensuite, nous allons parler du gold et après du CAC 40. Déjà, au niveau de la clôture des marchés européens, nous avons donc une baisse sur le CAC 40 de 0,19%. Il clôture à 4 935,99. Et vous avez le DAX qui clôture en hausse, c'est le grand écart, à plus 0,64% à 12 310,93. Et justement, donc le côté fondamental, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons eu certaines nouvelles. Alors, on va pas reparler, bien sûr, des cas de coronavirus qui ne cessent d'augmenter. On le sait. Et surtout, on parle du PMI qui est ressorti bien meilleur, le PMI de Chicago aux États-Unis. Il est ressorti donc bien meilleur, mais il est ressorti en dessous des attentes, donc toujours en contraction. Donc, ce qui fait que le marché donc a eu des bons moments, des bons côtés aussi. Nous avons après donc bien sûr là depuis maintenant quelques instants le président donc Powell qui témoigne devant ce comité, mais il y a aussi en d'une façon sous-jacente le docteur Fauci, Anthony Fauci, qui est l'expert mondial reconnu donc sur les maladies infectieuses. C'est un petit peu leur Didier Raoult, mais aux États-Unis. Et il a aussi une façon également de recadrer le président Trump. Et c'est vrai que ce monsieur donc a un discours assez clair. Et c'est vrai que tous les côtés donc rassurants. Mais quand on rassure à ce niveau-là, c'est plutôt donc un peu mentir. Lui, il dit, il ne rassure pas. Et justement, donc, il dit la vérité. Et peut-être qu'il y a des choses quand même sur lesquelles le marché devrait s'inspirer, puisque on se rend compte que comme au mois de janvier-février, eh bien, il continue à totalement ignorer ces éléments. Donc, regardez. On va regarder donc le S&P 500. On le voit actuellement en daily. J'ai pris un peu d'avance. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'oscillateurs que d'habitude. Généralement, j'en enlève pas mal. Et là, on va faire différemment puisque, vous allez voir, lorsque nous avons donc ce S&P, ici, j'ai dessiné donc le fameux triangle dont on avait parlé. Et je pense qu'on est toujours à l'intérieur. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les oscillateurs, justement au niveau de la DX, on voit qu'il n'y a absolument aucune tendance. C'est totalement neutre, voire même relativement plus que neutre. C'est encéphale plat. Ensuite, lorsque l'on regarde donc, au niveau du MACD, pareil. Au niveau du RSI, pareil. Au niveau du stochastique, pareil. Et donc, forcément, même au niveau des moyennes mobiles, qu'est-ce que vous voulez raconter de plus? Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, eh bien, nous allons exceptionnellement rentrer donc, sur de l'intraday. Nous allons descendre jusqu'à 15 minutes, voire même du 5 minutes. Pourquoi? Parce que simplement, donc, quand c'est illisible comme ceci, ça pourrait peut-être nous permettre justement de définir et de voir comment le marché donc, peut évoluer et comment on peut déterminer donc, les mouvements futurs à partir du moment où les indications sur l'intraday peuvent nous informer. Alors, il faut déjà partir donc, de l'unité la plus longue. Donc, c'est pour ça que le daily est requis. On n'est pas passé par le weekly ni par le monthly, mais on va remonter comme ça donc en H4. Et le H4, bien sûr, on retrouve à nouveau notre triangle. Nous voyons donc à ceci près au niveau des moyennes mobiles, eh bien que ces moyennes mobiles commencent un petit peu à s'infléchir. Elles ne sont plus si haussières. Nous avons donc même d'ailleurs la moyenne mobile qui est à 55 périodes, la bleue, qui elle donc commence plutôt même à baisser et même
donne un vrai potentiel donc, de croisement avec la 144, mais ça n'est pas fait. Cette 144, d'ailleurs, elle est également baissière maintenant. Donc, plutôt que d'avoir terminé donc, son aplatissement, elle commence à baisser. Et j'aurais même envie de dire qu'il y a également, à un moment donné, une inflexion baissière qui s'est faite également sur la 377. Le fait d'avoir passé en dessous donc, de la 144 est un signal en soi baissier. Mais c'est vrai qu'on peut la réintégrer rapidement, comme on l'a fait d'ailleurs. Lorsque l'on est venu s'appuyer sur la 377, le S&P donc est repassé largement au-dessus. Là, eh bien, il a énormément plus de mal que la première fois. C'est ce qui répond d'ailleurs un petit peu aussi, je dirais, à la technique, à la méthode proposée donc, par Stan Weinstein, qui dit qu'à partir du moment donc, on est en phase 2, fait haussière, après nous sommes en phase de distribution, en phase 3, pour après donc envisager donc, une phase 4. Tout ça se fait étape par étape. Alors bien sûr, lorsque l'on regarde donc l'ADX, il a perdu donc de sa force, on va dire baissière, ici avec le DI-. Par contre, donc, il s'est réintégré donc, au niveau donc, de la puissance de l'ADX, au niveau donc, des 25. Par la suite, donc, il y a eu un chevauchement qui était tout simplement traduit par un retour à la moyenne systématique, comme on voit ici sur les prix. Retour à la moyenne, on va dire que c'est la moyenne mobile à 144 périodes. On est au-dessus, on passe en dessous. Voilà, c'est un peu comme une sinusoïde. Sauf qu'à un moment donné, c'est vrai que cette partie donc, qui est ici se sert de support de cette moyenne mobile à 144 périodes. À un moment donné, donc, elle devient donc une résistance. Et là, nous voyons donc effectivement, donc, à un moment donné, vous avez ici l'ADX, le DI+, et le DI- qui est totalement confondu. Alors bien sûr, on a une intention actuellement donc, de croisement à la hausse. Est-ce que ça va se faire? Ça, c'est vraiment une autre question et on essaiera d'y répondre justement avec l'intraday que l'on va regarder juste après. Au niveau du MACD, même chose, c'est relativement neutre. Au niveau du RSI, on est repassé au-dessus de 50, merveilleux. Est-ce que pour autant, donc, on va passer à l'achat? C'est pas suffisant. Au niveau du stochastique, effectivement, donc, on fait son cycle, on repasse des 20, on passe les 50 pour aller aux 80. Très bien. Est-ce qu'on va y aller? C'est une autre question. Donc, on va descendre en H1. En H1, eh bien, ce qui est intéressant, c'est effectivement, alors, vous savez qu'on regarde très souvent des structures en épaule, tête-épaule inversée. Et là, vraisemblablement, on pourrait très bien en avoir une. Ici, épaule de gauche, ici, tête, ici, épaule de droite. Le problème, c'est que la ligne de coup donc, serait baissière, ce qui n'est pas donc la situation favorable pour avoir donc une structure en épaule d'épaule inversée de bonne facture. Et également, ce qui est relativement ennuyeux, quand on le regarde donc en H1, eh bien, nous voyons qu'il y a clairement un changement de paradigme où nous avions auparavant donc la 144 et la 377 qui supportaient les prix. Eh bien, elles ont changé de polarité. Maintenant, elles toisent les prix. Donc, en plus de ça, nous avons maintenant donc, des moyennes mobiles qui sont clairement baissières. Même la 55 est passée en dessous de la 144, la 144 est passée en dessous de la 377. Donc, autant dire que l'ordre arithmétique, si on peut dire, eh bien, est dans le mauvais ordre. C'est un petit peu comme le loto ou le tiercé. On gagne beaucoup moins si on veut monter. Et donc, là, pour le coup, même si effectivement, et on regarde à nouveau les bandes Bollinger, effectivement, nous avons une bulle Bollinger probable qui pourrait donc se créer. Sauf que, étant donné qu'on est en dessous donc, de résistance et qu'on est en dessous donc, de moyenne mobile qui normalement supporte les prix, eh bien, cette bulle Bollinger, donc, elle est peut-être un petit peu aussi remise en question. Au niveau des chandeliers, c'est aussi d'ailleurs pour cela qu'il n'y a peut-être pas de relais donc, dans cette bulle Bollinger, puisqu'on voit donc clairement que la bougie va se terminer dans 4 minutes. J'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai préparé donc, ce travail-là pour vous. Et là où nous voyons donc que ce chandelier-là n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait donc aller par la suite créer une bulle, justement. Et cette bulle, elle doit être normalement accompagnée par eh bien, les muscles, par la puissance, par justement cet ADX qui normalement devrait passer au-dessus de 25. Et là, c'est néant, zéro. Même avec un MACD qui effectivement qui est repassé au-dessus du zéro, très bien. Maintenant, est-ce qu'il donne suffisamment de puissance? C'est pas suffisant. Le RSI, lui, il arrive donc sur les 70, il cote actuellement 60. Il faudra mesurer. Il cote 60, 68. Bon,
Il se trouve effectivement que même si on passe en zone de surachat, je ne suis pas forcément vendeur. Ça doit normalement respecter certaines méthodes, certaines règles. On en avait parlé sur le Trading Show au mois d'octobre l'année dernière, mais là, c'est pas le sujet. Au niveau du stochastique, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on est déjà passé au niveau donc au-dessus des 80, on serait en surachat. Mais là aussi, on peut rester en surachat, puisqu'à partir du moment où on est en forte accélération haussière, on peut rester au plafond, c'est pas un souci. De la même manière, quand on est totalement donc en rush baissier, on peut rester au plancher, c'est pas un souci. Hein, comme ici, hein, on a enfoncé, on est resté en bas, regardez le stochastique, il est resté en bas. Bon. Donc ça, c'est pas exploitable non plus. Maintenant, on va passer en 15 minutes. Et on descend comme ça. On voit les contaminations d'unité en unité. Alors, on peut le faire dans les deux sens. Hein. Les unités les plus longues sur les plus courtes et les plus courtes sur les plus longues. Et là, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il commence à avoir ce qu'on appelle des inflexions. Tout ce qui était donc en néant au niveau donc de la puissance, qui était vraiment pas du tout lisible sur les unités les plus longues, eh bien, donne la part belle justement à des signaux qui, en intraday, peuvent commencer donc à donner peut-être effectivement des signaux futurs de faiblesse. Bon, ce que l'on voit là, c'est que déjà là, il y a un signal donc de force avec la 55 qui a croisé la 144, qui elles-mêmes sont passées haussières. La 377 également est passée haussière. Il ne faut quand même pas non plus confondre que là, on est en 15 minutes et que retourner donc une unité 15 minutes, retourner une unité donc 4 heures au daily, c'est pas gagné. Donc ça, on va le prendre aussi avec des pincettes. Mais en tout cas, pour le court terme, ça valide bien. Donc ce mouvement haussier, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, lorsque je vais prendre mon curseur croix, eh bien, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, à ce niveau-là, il n'y a pas de divergence sur des moins, il n'y a pas de divergence sur des plus, peut-être sur les derniers sommets, ça on verra après. Par contre, au niveau des MACD, il commence à y en avoir. On voit bien que là, à ce niveau-là, nous avons les prix qui sont moins hauts, là ici plus haut, donc on est d'accord, à partir de là, si nous dessinons une tendance, voilà, donc elle est bien donc haussière. Hein. Je bouge mes alertes, ça va pas aller. Par contre, donc effectivement, si on dessine au niveau du MACD, donc cette tendance, là par contre, elle est plutôt baissière. Très bien. Au niveau du RSI, il n'y en a pas, et au niveau du stochastique, il y en a sur les dernières minutes, mais bon, c'est pas très exploitable. Donc on va descendre encore et on va aller voir en 5 minutes ce qui se passe. Et pourquoi on va voir en 5 minutes? En fait, ce n'est pas la forme des bougies qui intéresse, ce n'est pas non plus euh, globalement, ce n'est pas précisément. Donc, vous voyez, je n'ai pas envie de voir la forme de ce qui se passe en réalité à l'intérieur de 5 minutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme de ces mouvements, la forme des structures qu'il est en train de dessiner, et aussi donc la forme et la tendance qui est imprimée justement sur les oscillateurs. Et là, pour le coup, on commence donc à détecter à partir du moment donc où nous voyons sur ce double sommet, et là pour le coup, je l'ai quand même le dessiné ici, là, s'il veut bien me donner la main, eh bien, nous avons ici une divergence, mais vous me direz, on l'avait aussi ici. Alors, si effectivement donc on essaie de faire un complément, eh bien ce que l'on peut voir, c'est que à ce niveau-là, au niveau du DI+, maintenant, nous avons une divergence baissière, puisque là ici vous voyez bien que là ça monte, là ici ça descend. Est-ce que effectivement à ce moment-là nous en avions une également? Oui, mais elle était quand même beaucoup plus faible, voire même inexistante. Je vais prendre mon curseur croix et globalement, il faudrait vraiment mesurer, mais on va pas perdre de temps. Hein. On va vraiment pas perdre de temps parce que ça se joue à peu de choses près. Donc c'est pas intéressant. Moi, ce que je veux continuer à voir, donc, c'est comment ça se passe sur les autres oscillateurs. Et lorsque l'on a un consensus, c'est un petit peu comme le consensus des analystes sur une action, si on achète ou si on vend. Est-ce que nous avons donc effectivement eh bien, un consensus sur les oscillateurs? Apparemment oui.
Apparemment oui, puisque quand on regarde au niveau du RSI, vous voyez, à ce niveau-là, là, sur le RSI, on a bien donc aussi donc une divergence baissière. Est-ce qu'on l'avait également à ce niveau-là? Ouais, également, c'est vrai, elle existait. Et sur le stochastique, eh bien pareil. Nous avons également une divergence baissière. Est-ce que c'est exploitable? Bah, à partir du moment où nous arrivons donc sur des zones, et on l'a vu tout à l'heure, qui étaient quand même des zones relativement hésitantes, relativement donc pas baissières, mais que effectivement nous devions donc commencer à détecter donc des mouvements qui pouvaient donc nous aider à lire, mais au niveau des oscillateurs, on pouvait dessiner à peu près n'importe quoi. Et bien là, au moins dans l'unité 5 minutes, eh bien nous avons quand même des éléments qui sont quand même qui commencent à être intéressants, puisque lorsque là ici j'ai tracé donc ces petits sommets là avec ces divergences baissières. Bien, nous pouvons également de la même manière donc prolonger donc ces divergences sur les deux autres sommets. Donc là sur le DI+, ça marche. Alors je reconnais, hein, ce n'est pas tout à fait donc académique. C'est vrai que mon approche n'est pas du tout scolaire, mais globalement donc je peux vous dire que ça a bien fonctionné sur bien des cas et que là donc c'est l'approche que je vous propose aujourd'hui. Eh bien, c'est de voir, à partir du moment donc, où nous avons donc, cette structure ici qui est baissière, alors nous avons déjà eu un premier démarrage baissier donc, qui est revenu sur cette zone-là. Et là, maintenant, nous allons lire à l'envers pour voir si effectivement donc, nous pouvons donc faire lire les contaminations donc, qui peuvent se propager sous les unités supérieures. Et effectivement, si effectivement nous avons bien donc, cette divergence baissière qui existe là sur ces deux sommets ici, si effectivement nous avons bien cette divergence baissière sur ce MACD-là, on l'avait vu que ça fonctionnait. Nous avons vu également que ça fonctionnait. Alors là par contre, comment dire, pas sur le DI+, et DI-, on avait vu que ça ne fonctionnait pas. Mais au niveau donc justement de cette structure qui était dessinée, ça rappelle donc furieusement donc une structure en biseau ascendant, donc une connotation baissière. Et globalement, si effectivement donc, nous avons un retour sur cette moyenne mobile, normalement, c'est quelque chose qui devrait subvenir, sinon nous sommes bien dans une divergence baissière. Si effectivement nous sommes bien également confrontés donc à une résistance, et Dieu sait si pour vaincre ces résistances-là, il faut de l'énergie, et là nous avons quand même quelque chose qui est quand même pas facile à passer, et l'énergie qu'on essaye de voir au niveau donc des oscillateurs, on voit que ça en manque quand même assez furieusement. Donc la plus probable, ce serait donc plutôt de revenir au moins sur cette moyenne mobile. Si on revient sur cette moyenne mobile, on a forcément une conséquence qui est que nous n'aurions pas de croisement tout de suite entre la 144 et la 377. Ce qui veut dire que nous pourrions avoir donc ce même phénomène que nous avons ici, où nous aurions donc un non-croisement aussi, qui serait donc terriblement baissier. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais après qu'on peut vérifier par la suite. Donc, si vous voulez, donc un schéma de travail que je vous propose, et donc de pouvoir comme ça switcher d'une unité à une autre, et de revenir donc d'un endroit à l'autre, et donc à chaque fois confirmer. Ce que l'on peut voir également, c'est que le stochastique, lui, fonctionne par cycle. Et donc normalement, lorsqu'on vient donc des 20, on va à 80, de 80 on va à 20, de 20 on va à 80, donc de 80 on doit aller à 20. Et si on respecte donc ce schéma-là, normalement, effectivement, il devrait accompagner donc cette baisse pour revenir justement sur les 3043. Ça devrait être logique, hein. On va peut-être s'arrêter là, parce que sinon, après, le Market Insight va durer 2 heures. Ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que en 15 minutes, regardez ce qui s'est passé. Nous avons eu ici une hausse qui est passée donc de 3030 à 3075. Et lorsque l'on regarde le gold, eh bien, on peut le passer aussi en 15 minutes. Hein. Voilà, 15 minutes, ce sera quand même plus simple. Ben, c'est quand même étrange hein, que l'on ait moi, j'ai jamais vraiment donc validé donc l'idée que l'on pouvait avoir sur les indices un mouvement qui part à la hausse et sur des actifs refuges un mouvement également qui part à la hausse. Je peux vous dire qu'il y en a un des deux qui a tort, c'est sûr. C'est un peu comme dans
savez, dans les réunions donc, où il y a des spécialistes, des experts, et il y a, je sais pas, une centaine d'experts, on peut se dire que quand même, euh, vu qu'ils ne sont jamais d'accord entre eux, eh bien, il y en a au moins un qui a tort. J'ai pu remarquer aussi que la plupart du temps, donc, quand il y a 100 experts pardon, qui se rencontrent, parfois donc c'est les 100 qui ont tort. Et non, j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois donc il y a forcément des avis divergents comme cela. Forcément, les deux ne peuvent pas avoir raison. C'est complètement impossible. Donc là, nous avons donc l'or justement, puisqu'on en parle. On est passé donc de 17,65 à 17,85, je crois. Et lorsque l'on est donc en position comme ceci, si par exemple dans votre portefeuille vous avez les deux positions, il est intéressant donc de garder, si par exemple vous êtes en short, mettons sur le S&P, et long sur l'or, eh bien il est peut-être intéressant de garder l'or justement pour couvrir votre position naturellement, avec justement donc un S&P qui, lui, vous mange de la marge, alors que l'or, lui, par contre, vous en donne. Donc là, ça peut être aussi une bonne façon de couvrir. Je dis ça, je ne dis rien, on en reparlera donc demain. Justement, vous voyez au niveau des non-croisements donc de moyenne mobile, on en a parlé juste à l'instant. Voilà ce qui se passe quand on a un non-croisement baissier. C'est une catapulte haussière. C'est pas du tout téléphoné parce que je l'avais pas vu comme cela, donc je voulais vous parler donc du gold en H1. Mais c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le non-croisement haussier que l'on risque d'avoir sur le S&P peut être transformé en catapulte baissière. Là, nous avons eu un non-croisement baissier. C'est une catapulte haussière. Donc, au niveau, alors là, ici, je n'ai pas mis donc les bandes Bollinger. On va pas passer non plus trop de temps. De toute façon, on sait, on en a parlé hier ou avant-hier, que l'or est en tendance haussière. Il n'y a pas de danger. On peut très bien consolider. La seule chose, c'est que là, tout à l'heure, ce que l'on a fait, la consolidation, elle a fini tout simplement par être cassée. Justement, cette ligne de coup, elle était complètement explosée. Donc là, aujourd'hui, même si, d'ailleurs, il y avait une idée justement lorsque j'avais dessiné ceci en disant on ne pouvait pas donc faire de droite avec deux lignes, puisque même en géométrie, on fait des droites avec deux lignes, évidemment. Mais en chartiste, non, ça marche pas. Il faut trois, avec deux lignes, avec deux points. Il faut 3 points. Il faut 3 points pour qu'une droite donc soit efficace. Donc là, aujourd'hui, même si on vient donc à consolider donc avec l'or, alors qu'auparavant, on pouvait redescendre jusqu'à 17,50, là maintenant, la consolidation, donc, elle peut donc normalement donc être arrêtée donc par cette zone-là. Donc, on peut remonter quand même nos stops, hein. Si on avait un stop justement sur l'or à 16,58, moi je le remontais donc allègrement à 17,52. Et là donc maintenant donc je le remonterai donc à 17,70 facilement. Voilà. Et on termine par le CAC. Ah, j'espère que je n'aurai pas été trop long. Le CAC, non, là on délie. Alors là, il est donc très très simplifié, vous voyez, ce CAC, volontairement. Par contre, j'ai mis beaucoup plus de moyenne mobile. Et là, par contre, j'ai pas mis donc les autres oscillateurs. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires hein, si ça vous intéresse donc que je continue donc cette approche comme je viens de la faire, justement en descendant en intraday, puisque très souvent je fais du monthly, du weekly, du daily, du H4 très souvent. Mais le fait de le faire comme cela, donc quand c'est possible, hein, en unité donc très inférieure, même on peut même descendre en 1 minute. On se rend compte que parfois on peut vraiment avoir plusieurs coups d'avance, un peu comme dans une partie d'échecs, justement sur l'adversaire, et c'est comme ça qu'on peut le battre, en ayant donc des armes que lui n'a pas. Donc là, nous avons donc un triangle, c'est ce qui était d'ailleurs le titre, je ne sais plus, le marketing sérieux de l'analyse matinale, comme quoi donc on était dans un corner, on était dans un triangle, rien n'est résolu. La très mauvaise surprise que les US donc feraient donc à l'Europe, ça serait donc de clôturer avec une forte baisse qui obligerait donc le CAC donc à casser donc son support. Et là pour le coup donc le directionnel on pourrait l'avoir. En tout cas le directionnel on ne pourra pas l'avoir vraiment donc d'une façon donc outrancière hein, puisque nous voyons que ces moyennes mobiles donc sont encore, même si elles sont plates, voire légèrement baissières, il y a quand même donc des rappels. Donc globalement on devrait revenir tester plus ou moins brève échéance donc cette zone là. Donc je ne pense pas qu'on puisse descendre, partir à la cave tout de suite. Donc là, de D1, nous allons passer en H4. Et donc,
que l'on peut regarder toujours pareil au niveau des moyennes mobiles. Là, ici, j'ai des moyennes mobiles qui sont à 21, 13, sont des moyennes mobiles de Fibonacci. Et 3. Et donc, on voit très bien que donc, dans ce triangle, eh bien, nous avons vraiment typiquement donc, une, une sinusoïde, hein, tout simplement. Et à l'intérieur même de ce triangle, on peut même redessiner à nouveau encore des petits triangles. Et ces triangles-là, on avait fait l'exercice d'ailleurs avec les clients d'XTB sur le live trading. Eh bien, on peut le dessiner justement sur, non pas les bougies, mais sur les moyennes mobiles. Si ça vous intéresse, également, c'est également un sujet qu'on pourrait également développer à titre expérimental pour vous montrer comment ça marche. Non pas en faisant des constructions graphiques sur les bougies, mais sur les moyennes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais nous avons, voilà, une cassure de ce triangle-là intermédiaire par ces moyennes mobiles, ouais, effectivement, il y a de bonnes chances donc de sortir du triangle. Ça, je le laisse. Peut-être qu'on en reparlera demain si jamais je reprends ce graphique. Je ne vais pas aller trop loin. On descend tout de suite en H4. Et donc, en H4, bah, le problème, forcément, c'est que là, ce que j'ai dessiné donc, avec les moyennes mobiles, donc ça ne marche plus. Donc, ce que je peux dire quand même, c'est que globalement, donc, ce triangle, on le voit encore ici, il est vraiment très prégnant. Un triangle à l'intérieur d'un triangle, c'est quand même donc une bonne solution donc, de pouvoir, si jamais donc on arrive à sortir par le bas donc du premier, de pouvoir attaquer le deuxième et de pouvoir attaquer donc la partie inférieure. Lorsque l'on regarde au niveau de l'oscillateur, le seul que l'on ait ici, c'est le MACD. Eh bien, il donne clairement donc des signaux donc de faiblesse. Si ces signaux de faiblesse là donc ont un effet donc baissier sur cette partie-là, quand justement il est venu donc casser donc la ligne des zéros, il est passé donc allègrement en dessous. Là, il est en train de le faire. Globalement, voilà, donc c'est toujours en attente, rien n'est résolu. De toute façon, les prix, donc, ils doivent être cotés. S'ils ne sont pas cotés, de toute façon, on peut faire donc des plans sur la comète. Tant que ça ne sera pas donc acté par les prix, on pourra donc continuer donc à débattre. Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire donc une approche différente. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, je vous dis à demain. Protégez-vous au travers de vos stop loss. Et donc, bah voilà, donc dites-moi donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra donc prolonger, acter, approfondir et on va dire même monter en qualité parce que là c'est une première approche. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.